Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on va finir notre grand œuvre, monsieur Julien Charpentier. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Et on va finir notre grand œuvre, puisqu'il y a quelques temps de ça, on avait fait un très bel épisode sur L'Arme Fatale 3. Voilà. Un grand film, donc. Voilà, un très grand film qui nous avait une fois de plus divisé, hein, toi et moi, il faut bien le reconnaître. C'est pas celui qui nous a le plus divisé dans la mesure où j'étais pas en train de crier au chef-d'œuvre non plus. Non, mais voilà, mais moi j'étais certainement pas en train de crier au chef-d'œuvre tout court, quoi. Enfin, même, j'ai envie de dire, même au bon film, quoi. Même si finalement on peut toujours creuser plus profond, n'est-ce pas, puisqu'on va parler de L'Arme Fatale 4. On avait promis qu'on le ferait, ça a pris un peu de temps, mais on le fait. On a pris un peu de temps. Bah ouais, à un moment donné, ça va, il faut pas abuser des bonnes mauvaises choses non plus, quoi. L'Arme Fatale 4 de Richard Donner, toujours avec Mel Gibson, toujours avec Roger Murtaugh. Alors, en général, je te lance sur le pitch. Mais est-il vraiment besoin de pitcher L'Arme Fatale 4, en fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin de raconter de quoi ça parle? Ben, il y a plus d'histoire que dans Les Griffes du Dragon Rouge, mais à peine plus. Par exemple, un autre film qu'on a traité, toi et moi, et sur lequel on était plus ou moins d'accord, hein, pour le coup, ouais. si tu veux. Voilà. Non, par contre, il y a une histoire très intéressante en coulisses sur L'Arme Fatale 4. Et c'est d'abord sur ça qu'on va se concentrer avant de parler du film. On va en parler un petit peu quand même, hein, du film, parce qu'il y a un film qui existe. mais on va se lancer sur les coulisses. Alors, on est en 1998. Ça fait 6 ans que le monde entier attendait L'Arme Fatale 4. Et en fait, cette année-là, il a bien failli ne pas arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Hein. Bah oui, tout à fait. C'est vraiment une longue histoire. En fait, je pense que la première chose dont on peut parler, on va remonter un peu dans le temps et on va remonter en 1997. 1997, c'est une année pour Warner qui s'est pas excessivement bien passée au niveau box-office, puisqu'ils avaient leur rouleau compresseur qui était censé absolument rouler sur le monde entier, qui s'appelait Batman et Robin, et qui, selon les rumeurs, a un budget quelque part entre l'inflationniste et le proprement scandaleux, et un résultat non seulement à l'écran, mais plus important encore pour nos amis du cinéma au box-office, très largement en deçà de ce qu'ils espéraient. Alors le budget, je crois, officiel, hein, de Batman et Robin, ce qui est complètement aberrant, c'était 120 millions de dollars, me semble-t-il. Mais à cette époque-là, James Cameron, qui sortait donc Titanic, avait annoncé qu'il n'avait pas fait le film le plus cher du cinéma, comme ça avait été dit partout dans la presse, avec Titanic, donc 200 millions de dollars, mais qu'il y avait un autre film qui était sorti cette année-là, et il voulait pas le citer ouvertement, puisque voilà, même s'il était dans les petits papiers des studios, quoi, qui avait coûté beaucoup plus cher que mais j'ai entendu jusqu'à Titanic. 235, mais je crois que tu as entendu encore plus que ça. Ah ouais, moi 200. Alors je pense que c'est 250 à peu près, d'après les trucs qui sont sortis depuis, quoi. Mais il y a aussi ça on parle du budget, si tu veux. Alors du film, de production, voilà, c'est ça, c'est-à-dire de production, tout ce avec évidemment les salaires qui sont complètement hallucinants, parce que tu avais déjà Clooney t'avais Schwarzenegger qui avait topé 25 millions. 30, ouais, 25. Je crois, t'avais 15 pour Clooney, ouais. T'en avais 5 pour Chris O'Donnell, 5 pour... T'en avais entre 8 et 10 pour Schumacher, le voilà, c'est ça. Donc, tout le monde avait été gracieusement payé. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu te retrouves avec un budget effectivement mastoc, mais ce n'est pas un podcast sur Batman et Robin, n'est-ce pas? Voilà. Et donc ce film-là a été un échec, mais les autres films de 97 de Warner, comme Complot, qui était quand même un véhicule à star avec Richard Donner, avec Julia Roberts et avec Mel Gibson, avait un petit peu sous-performé. Et puis un film qui aurait dû gagner tous les Oscars du monde s'il n'était pas tombé en face de Titanic, qui s'appelle LA Confidential, était carrément un échec. Donc ils se sont retrouvés fin 97 avec une situation compliquée. Bon, il y avait aussi The Postman de Kevin Costner qui s'est planté aussi. Qui était en 98, je crois. 97 aux États-Unis, 97. Et surtout, il y avait un autre point. Alors, c'est mine de rien, c'est un truc qui est un petit peu dans l'histoire officieuse, hein. Mais à ce moment-là, en fait, la Warner était très très mal aussi, parce qu'ils devaient financer un Pinocchio pour Francis Ford Coppola, qui ne s'est pas fait, et qui en fait et Coppola les a attaqués en justice, et il leur a réclamé 80 millions de dollars, parce que c'est Coppola, hein. On peut pas faire les choses en petit, quoi. Ouais, ça coûte cher de faire du vin, hein, voilà, donc en fait d'un seul coup tu te retrouvais avec une espèce de situation effectivement où la Warner était vraiment en disgrâce. Alors il faut peut-être juste préciser ce que c'est la Warner à cette époque-là, hein, dans les années 90. C'est deux dirigeants, Thierry Semel et Robert Daly, qui sont en fait
bons gros papas. Enfin, faut dire ce qui est. C'est des gens qui ne prennent pas de risques. La Warner, à cette époque-là, c'était clairement, en fait, des films de stars. En fait, c'était star-driven, comme ils disent, quoi. C'est-à-dire des véhicules pour stars, des gens qui signaient à 3 contrats. C'est-à-dire vraiment, en fait, 3 films, en fait, pour chaque contrat. Donc, si tu voyais, par exemple, je ne sais pas, Mel Gibson dans Maverick, puis dans Complot, puis dans L'Arme Fatale 2, c'est parce qu'ils avaient signé 3 contrats, il leur devait un film à chaque fois. Donc, tu te retrouvais, en fait, avec tout un tas de trucs comme ça, qui font que, bah voilà, en fait, c'était pas normal que ce studio-là, qui avait quand même des recettes extrêmement éprouvées, des films d'action basiques, etc., lambda, hein, en fait, ce qu'ils faisaient à l'époque, il y avait très très peu de prise de risque. Il y avait un tueur né chez Oliver Stone, et encore, c'est parce que monsieur squattait les Oscars à cette époque-là, quoi. Et ce genre de choses, mais c'était vraiment... Sinon, le reste, c'était vraiment... des thrillers, des films d'action, du Steven Seagal, des trucs comme ça. Il faut des gens de goût. Voilà, le cinéma, quoi. Mais voilà, donc c'est aussi, il faut spécifier dans quelle ambiance ça s'est fait, quoi. Et puis, il y a eu un dernier truc qui a été le clou dans le cercueil, non seulement de l'année 97, mais également et surtout de l'année 98 de la Warner, c'est le fameux Superman Lives de Tim Burton. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je ne sais pas comment vous faites, mais on va vous aider un petit peu. Donc, il y avait un film, un très gros budget, qui prévoyait de faire revenir Superman après le cataclysmique Superman 4 pour en faire de nouveau un gros budget avec, à la réalisation, le gars qui sortait de Batman et Batman le défi, avec en star Nicolas Cage qui sortait de The Rock, Living Las Vegas, qui sortait de son Oscar. Enfin bref, c'était un très 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 gros film pour lequel énormément d'argent avait déjà été dépensé. Il existe un documentaire américain dessus qui est absolument passionnant, qui a été réalisé par un ancien journaliste qui s'appelle John Schnepp, qui est mort depuis. Qui est mort depuis, et c'est disponible sur YouTube et franchement, c'est passionnant. Allez le voir. Je crois pas que ce soit sous-titré, donc il faut être anglophone. Mais si vous êtes anglophone, allez le voir parce que c'est passionnant de voir comment ce film a été construit puis déconstruit, parce qu'au final, ce film ne s'est jamais fait. Comme l'a dit à plusieurs reprises Tim Burton, en fait, le film existe, c'est juste qu'il existe que dans ma tête et que personne d'autre que moi l'a vu. Mais du coup, ça veut dire que le plus gros film de l'été 98 de Warner, moins d'1 an avant sa sortie, tombe entièrement à l'eau et pour leur été, ils ont plus grand chose. Ils avaient quelques films, hein, alors dans les dés 98, mais c'était pas des films porteurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce qu'ils appellent un tentpole, quoi, c'est-à-dire vraiment un film phare. T'avais, par exemple, dans cet été-là, t'avais Le Négociateur avec Samuel Jackson, qui a été un succès correct, hein, tu vois, mais qui était un petit film, tu vois. Enfin, en tout cas, un plus petit film que tous les gros blockbusters de cet été-là, parce qu'en face, on parle de la concurrence qui était Armageddon, Deep Impact, ce genre de film, quoi. Et en gros, t'avais le remake du Crime était presque parfait. Meurtre parfait de Andrew Davis, voilà. C'est pas mon préféré, Andrew Davis, avec Michael Douglas. Exactement, voilà, t'avais quelques films comme ça, mais rien de... Marshall, la suite du Fugitif. Voilà, qui est sorti un petit peu avant l'été, ouais. C'était pas plutôt avant l'été, c'était en mai, ouais. Mais le truc, en tout cas, c'est que voilà, il y avait pas de film extrêmement porteur comme ça. Et puis il y avait un risque. Un projet différent avec chapeau mollet en botte de cuir, oui, voilà, qui était quand même un film qui douillait, hein, c'était pas... mais qui s'est complètement planté, qui d'ailleurs a été complètement saboté par le studio. C'est un film qui faisait 2 heures, à peu près 2 heures environ, je crois que c'était 6 semaines avant sa sortie, et qui est sorti, il fait même pas 1h30, il fait 1h25, un truc comme ça. Donc ils ont sabordé 35 minutes du film parce qu'ils comprenaient rien. Ouais, puis bon, tu comprends rien quand tu vois le film, et puis c'est quand même une grosse merde, hein, il faut le dire, tu vois. C'est pas voilà. On fera peut-être un jour un stéroïde dessus, mais est-ce que c'est vraiment important ? Donc tout ça, en fait, c'est pour un peu situer le contexte. Maintenant, revenons un petit peu à L'Arme Fatale 4. Alors, il faut savoir que L'Arme Fatale 4, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis très longtemps. Hein, c'est-à-dire la Warner, en fait, dès qu'ils ont vu les succès colossaux de L'Arme Fatale 3... qui est le plus gros succès de la franchise. Hein. Ouais, voilà. Ont décidé de mettre en chantier 2 suites. En fait, en 93-94, 2 scénars en fait qui ont été écrits en même temps, et l'idée c'était de les tourner au même moment. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que en fait, à ce moment-là, Mel Gibson faisait preuve de velléité de réalisateur, et que en fait, et comme il a bien fait, voilà, et comme il a été question, en gros, il est allé voir la Warner parce qu'il avait un très bon rapport avec eux. Il est notamment allé voir Terry Semel et lui a dit j'aimerais que tu m'aides à cofinancer Braveheart, il y avait une partie chez Paramount et finalement une autre partie chez Fox, quoi. Mais en fait, l'idée c'était que Warner rentre dans la danse à la base à la place de l'un des 2 studios, quoi. Et en gros, Terry Semel, qui comprenait pas trop le projet, lui dit ok, je veux bien le faire si tu signes un Arme Fatale pour moi.
si tu t'engages à faire L'Arme Fatale 4. Et apparemment, Mel Gibson l'a très mal pris et a décidé, en fait, c'était à peu près en 94, quoi, et a décidé, en fait, qu'il voulait plus faire d'Arme Fatale à cause de ça. C'est-à-dire, malgré sa sympathie pour Richard Donner, malgré le fait qu'ils avaient fait Maverick et plus tard Complot, toute l'idée, c'était que Mel Gibson a gelé L'Arme Fatale à cause du comportement du patron de studio, quoi. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, la suite a déjà tardé à se mettre en place. Un des projets qui était prévu, c'était que en fait, Jeffrey Baum avait écrit une version du scénario dans laquelle Riggs et Murtaugh combattaient des néo-nazis survivalistes, c'est ça, non Des survivalistes néo-nazis. Je t'avoue, je ne me souviens plus. Jeffrey Baum, pour rappel, le scénariste de L'Arme Fatale 3. L'Arme Fatale 3, il a réécrit notamment aussi Shane Black sur L'Arme Fatale 2, hein, sur son scénar qui s'appelait Play Dirty, quoi. L'inconscient. Oui, ben voilà, et puis c'était... mais apparemment, l'idée de ce scénario était de revenir un petit peu à la source du premier film et de faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc c'était vraiment... voilà. Et là, Richard, il a dit non. Et tout le monde avait l'air partant pour ce scénar-là. Et va savoir pourquoi, en fait, en gros, c'est pas du tout le scénar qui a été utilisé pour L'Arme Fatale 4, puisque on en revient donc à la fin de l'année 97, où l'idée, c'est de vraiment se dire, OK, là, on a besoin du film, quoi. Ah bah c'est que le film est passé de son développement, à priorité numéro 1, où il fallait absolument... Quand on dit fin 97, c'est littéralement décembre. Donc on est dans un film qui est censé sortir en juillet. Il reste 7 mois, 8 mois, mais enfin avec les fêtes de Noël, on va dire 7 mois. Donc ils ont globalement sorti le chéquier et convaincu tout le monde à grands coups de millions de dollars, parce que c'est quand même un film qui a un budget qui est 10 fois supérieur à l'original, puisque l'original a coûté à peu près 15 millions de dollars, celui-là en a coûté 140, et même par rapport au précédent, c'est 4 fois plus. Puisqu'il était à 35, L'Arme Fatale 3. Donc on se rend compte que c'est un blockbuster où ils ont vraiment craché de la thune parce qu'ils avaient besoin du film. En fait, c'est ce qu'ils se disaient à l'époque, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas un film que les gens avaient envie de faire. C'était un film que les gens avaient besoin de faire, en fait, chez Warner, quoi. Donc en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, c'est que Mel Gibson a touché 25 millions de dollars sur spécifiquement ce rôle-là, avec une participation, je crois, à 17%. En fait, des entrées, quoi. Donner, pareil, il a fallu parce que lui, c'était même déjà à l'époque de Complot, c'était 10 millions de dollars par film, quoi. Ensuite, il y a effectivement Murtaugh, pardon, donc Danny Glover qu'il faut payer parce que le film ne peut pas se faire sans lui. Et en gros, ensuite, comme c'est des contrats qui se sont mis en place au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y a aussi les contrats des scénaristes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénaristes qui se sont retrouvés en concurrence, en fait, à partir sur en gros l'idée de développer en fait tout bêtement le combat de Riggs et Murtaugh contre les triades chinoises en fait à Los Angeles, quoi. Et en gros, ce n'est même pas qu'apparemment les 5 scénaristes ont bossé sur... Ils travaillaient pas ensemble, voilà, ils travaillaient en parallèle. En parallèle, mais sur le même contexte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... on ne se disait pas, tiens, on va développer un petit peu plus loin un autre type de menace ou ce genre de choses. Non, c'était vraiment, ils sont tous partis sur ce... Ce qui montre un peu l'urgence du projet, qui donc consiste à dire, on va engager 5 personnes pour écrire le même film. Voilà, c'est ça. De 5 façons différentes, et ensuite on piochera ce qui, selon nous, fonctionne le mieux et qui s'accorde avec les 7 pistes qui, forcément, elles, vont être préparées en amont, parce que vu que c'est les grosses scènes d'action du film, elles vont demander plus de temps de prépa que le reste. C'est-à-dire qu'en fait, dans la fabrication... Alors, le scénariste qui est ressorti, finalement, c'était Channing Gibson, qui a aucun rapport avec... aucun lien de parenté avec Mel Gibson, mais qui est un scénariste de télé, et qui pensait en fait se retrouver sur un projet un peu plus simple à écrire, un peu plus pépère, parce que justement il n'y avait pas l'urgence d'écrire l'épisode de la semaine suivante, tu vois, et qui finalement se retrouve dans un espèce de bordel ambiant, à devoir en gros imaginer des scènes à la volée sur le plateau en impro avec les acteurs, c'est-à-dire que leur donner des cartes à jouer sur des séquences, quoi. Et alors, tu disais que les 7 pieces, les scènes d'action en fait majeures étaient un petit peu rédigées à l'avance, quoi. La réalité de la situation, c'est que donc le film est sorti en juillet 98. Il a été tourné entre le 15 janvier. Il avait la date de prévue, c'était le 8 janvier. Finalement, ils ont eu une semaine de retard. Entre le 15 janvier. Ce qui du coup devient énorme dans des circonstances pareilles. Et jusqu'à la fin du mois de mai. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup le film concrètement, physiquement, entre le premier tour de manivelle. 33 jours entre le moment où ils ont terminé le tournage et la sortie du film. 33 jours pour toute la post-prod. Voilà, et c'est ce qui est délirant, puisque tu te retrouves quand même avec un film juste à la base monstrueux, hein, c'est censé quand même être un film d'action. C'est Joel Silver qui avait expliqué que c'est pas seulement
que le film n'avait pas d'effets spéciaux numériques en fait dans le film, parce que bon, on va dire que l'arme fatale ne s'y prête pas forcément, mais on va dire que par exemple Die Hard with a Vengeance, enfin Die Hard 3, ils l'ont démontré qu'ils pouvaient utiliser des effets spéciaux numériques en fait dans ce type de scène d'action. Ne serait-ce que pour la mise en scène, pour l'invisibilité de la mise en scène, on va dire quoi. Mais le truc, c'est que c'est pas seulement qu'en fait ils ont décidé de s'en passer, c'est qu'ils pouvaient même pas se le permettre. C'est-à-dire ils avaient pas le temps de les faire et ils avaient pas le budget, puisque mine de rien, en fait, il fallait quand même garder le film sous un certain prix à cause justement de tous les salaires, quoi. C'est-à-dire que par exemple un Joe Pesci qui n'était pas prévu dans le scénario, puisqu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord avec lui sur le contrat, ils ont finalement décidé de le payer $1 million par semaine pendant 3 semaines. Ce qui fait qu'ils lui ont écrit des scènes. C'est un peu mon salaire à moi aujourd'hui, toi. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, pour stéroïdes, d'ailleurs. Tu vois. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il s'est retrouvé donc comment dire, ils se sont retrouvés à lui écrire des scènes et à l'intégrer aux chausse-pieds là dans l'intrigue de façon complètement. C'est encore pire que dans les autres films, j'ai envie de dire, quoi. Juste parce qu'en fait, il fallait faire tourner Joe Pesci et lui filer du biscuit en fait pendant le tournage. Effectivement, on a parlé des salaires les plus hauts, Mel Gibson, Danny Glover, Richard Donner, mais il y a tous les armes fatales rajoutent au fur et à mesure des gens. Donc il y a Joe Pesci, donc il y a René Russo. Dans celui-là, on rajoute Chris Rock, qui à l'époque était un célèbre comique déjà, alors qu'il était tout jeune. Hein. Et puis il y avait le premier rôle américain de Jet Li. Enfin, ça commence à faire du monde qui coûte cher, en fait, tout ça. Là. Voilà, exactement. Donc du coup, tu te retrouves avec un film qui finalement est fait à la va comme je te pousse, écrit au fur et à mesure. Le Richard Donner, qui était quand même un réalisateur assez, comment dire... chevronné. Ouais, puis qui aimait bien faire des blagues, si tu veux... Détendu, d'accord, voilà, okay, plutôt relax. Ouais. Non, mais plutôt relax sur les tournages. En fait, s'est retrouvé à dire, bon, je le referai pas. Enfin, à cette époque-là, c'est ce qu'il avait dit, je suis content du résultat, mais je le ferai pas. Et l'une de ses blagues, c'était de dire, je pense qu'à la fin du tournage, on aura le shooting script. C'est-à-dire, c'est le gag, c'était on aura fini de toute façon. Mais voilà. Au final, ce qui s'est avéré être vrai, puisqu'ils n'ont jamais eu de shooting script. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec un script qui était inachevé. Ils ont tourné dans l'urgence totale. C'est quand même un film qui est, où il y a 4 monteurs. 4 monteurs, alors c'est pas déconnant d'avoir 4 monteurs, sauf que là, parmi les 4 monteurs, il y a Frank J. Uriost, qui est quand même une pointure du montage, puisque c'est le monteur de Die Hard, hein, notamment. Monteur de Die Hard, de Robocop. Voilà. Basic Instinct. Il y a Kevin Stitt qui a monté plus tard Jack Reacher notamment, donc qui est aussi plutôt bon. Alors, faut que je regarde un peu mes notes, je suis désolé. Il y a, c'est les 2 seuls que j'ai notés, ça tombe bien. Voilà. Mais il y en a 2 autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais dont un qui a travaillé ensuite de nouveau avec Donner, donc il était plutôt content de son travail. Ça voulait dire que tous les soirs, les rushs, ils partaient directement en montage pour monter les scènes, parce que globalement, quand t'es dans une urgence comme ça, une fois que t'as fini sur un décor, tu y reviens pas, t'as pas le temps. Il y avait pas un directeur, sur tous les armes fatales, les autres armes fatales, il y avait un directeur de seconde équipe. Un seul. Sauf sur le 2, je crois, où ils en avaient un deuxième, mais qui était un directeur de seconde équipe spécialisé cascade. Sur celui-là, ils ont 3 directeurs de seconde équipe. Ça veut dire aussi, moi, le seul film que je connais qu'on a eu plus, c'est Le Seigneur des Anneaux, où c'était un projet tellement pharaonique que je crois qu'il y avait 7 équipes, quelque chose comme ça. Tu me corrigeras si je me trompe. Je te corrigerai pas forcément, mais oui, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Là, ils en ont pour quand même globalement un film qui se déroule à Los Angeles et qui se déroule dans des bureaux, dans un truc sur la plage, dans un port, dans un commissariat de police. C'est des décors du quotidien. Ils ont 3 réalisateurs de seconde équipe juste pour pouvoir enfiler les plans, quoi. Et surtout à une époque où il faut le rappeler, hein, tout bêtement, on ne tournait pas en numérique. C'est-à-dire que c'était de la péloche encore, en fait. Donc avec tout le système qui était en place à cette époque-là, quoi. C'est-à-dire les changements de bobines, les machins. Alors quand on est quand même dans un truc d'improvisation, il fallait plusieurs caméras pour être sûr, en fait, de capter à peu près tous les moments. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ça s'en ressent vraiment dans le film. Hein. C'est-à-dire que t'as énormément de plans flous, énormément de où tu sens que les mecs travaillent avec les chutes et tout, quoi. Et moi, il y a une question que je me suis posée, parce que c'est vrai qu'il y a des plans flous, et quand on dit flou, c'est vraiment littéralement flou, mais il y a aussi beaucoup plus de longues focales, j'ai l'impression, dans les autres armes fatales. Donc, est-ce que ce serait pas pour cacher le décor derrière, parce qu'ils ont tellement tourné dans l'urgence qu'il fallait flouter l'arrière-plan pour que tu vois pas que la vie continuait, quoi. Ouais, après c'est un peu le style de Richard Donner. Moi, je trouve qu'il a maintenu à peu près son style. Enfin, son style. Le truc, c'est que, encore une fois, c'est pas pour taper sur lui, hein, mais c'est quelqu'un qui quand même a un style assez direct, assez frontal, qui était un peu, on va dire presque intemporel, tu vois, quelque part, d'une certaine manière, mais qui était finalement assez classique. Souvent, il a adopté aussi le style de son chef-op, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une distinction entre le premier Arme Fatale, le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est des films stylistiquement qui, en fait, ont une lumière complètement différente à chaque fois. Et on en parlait beaucoup de la lumière de Jeanne de Bond dans l'Arme Fatale 3 quand on avait fait ce podcast-là à l'époque, quoi. Et là, c'est Andrew Bartowiak.
immortel réalisateur de Roméo doit mourir et de En sursis, n'est-ce pas, et de Doom, n'est-ce pas, aussi, avec un grand, quoi. Voilà, avec The Rock. Bon, qui est quand même un meilleur chef-op, faut l'avouer, que réalisateur, tu vois. En tout cas, plus consciencieux. Mais même là, en fait, je pense en fait qu'on peut dire de manière assez claire que la plupart des gens qui ont travaillé sur ce film, aucun n'a fait son meilleur travail sur L'Arme Fatale 4. Non, mais en revanche, je pense qu'il est aussi honnête de dire que la facture technique du film reste tout à fait correcte pour un film qui a été fait dans une telle urgence. C'est-à-dire que oui, il y a des plans flous, mais des plans flous, il y en a aussi dans des films. Dans les films tournés en péloche, des plans flous, il y en avait souvent, en fait. En fait, le problème alors, bon, après, je sais pas si on rentre vraiment dans le vif du sujet, on va parler du film, en fait. Alors, il faut savoir qu'on parlait des set pieces, je me suis interrompu, je reprends un peu ce que je voulais dire, mais en fait, toute l'idée, c'était en fait de se dire comment on va créer, qu'est-ce qu'on va raconter, en fait, à travers les scènes d'action. Et par exemple, la scène d'ouverture, c'est littéralement la première scène qui a été tournée. C'est celle qui, je sais pas si tu te souviens, a servi pour la bande-annonce. Oui, c'était la bande-annonce parce que c'est les seuls plans qu'ils avaient, voilà. en fait. Et voilà. Et c'est complètement. Tu sais même pas ce qu'ils foutent. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais dans cette scène, en fait, ils attaquent un gars qui est avec un lance-flamme au milieu d'un croisement, enfin d'un carrefour à Los Angeles. Tu sais pas ce qu'il fait. Il fout juste le bordel. C'est un anarchiste, le mec. Et en fait, les mecs, je sais pas, ils l'attaquent. Alors, la scène, elle est honnêtement. Moi, je trouve à chier, tu vois. Enfin, je veux dire, en tant que scène d'action, elle est à chier. En tant que mise en place, en fait, de ce que ça raconte, en gros, ça donne le ton, moi, je trouve, pour le reste du film. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les enjeux de cette scène, en fait, ce n'est pas ce qui est en train de se passer à l'écran, c'est-à-dire le mec qui est en train de tout péter. C'est, vous êtes bien dans L'Arme Fatale. Donc, il y a une continuité du scénario. C'est-à-dire que maintenant, Mel Gibson va être papa. Danny Glover, enfin Riggs va être papa, Murtaugh va être grand-père, si tu veux, et en fait on vous place à peu près les enjeux globaux en fait de ce qui va se passer dans le reste du film, quoi. Et en gros, bon c'est Mel Gibson, enfin Riggs est toujours Riggs, il fait des blagues à Murtaugh, il lui dit vas-y fous-toi à poil et fais le poulet. Globalement, t'as un peu l'impression que t'as une scène d'enjeu de sitcom au milieu d'une scène où il y a des coups de feu, des explosions, des trucs qui partent dans tous les sens, qui ont juste été mis là, effectivement, pour pouvoir créer la bande-annonce parce qu'ils avaient besoin de matériel. Voilà, qu'il fallait montrer que ça va quand même péter, quoi. C'est-à-dire que ça reste un film d'action, quoi. Et puis quand on dit que la première bande-annonce, c'était cette scène-là, c'est littéralement. Ah oui, après, il y a quelques plans, en fait, en vrac de la poursuite sur l'autoroute et des blagues de Joe Pesci, mais en fait, sinon, c'est vraiment... C'est la scène en continuité, juste évidemment, en largement raccourci, parce que au lieu de faire, je sais pas, 3-4 minutes, elle fait 45 secondes, quoi. Voilà, et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu te retrouves avec une espèce de scène où ils se sont dit on va tout foutre là pour faire commencer le film sur ça, parce que sinon, il faut être honnête, en gros, la première vraie scène d'action, à part sur le bateau là, au tout début, mais qui est vraiment cheap, quoi, la première scène d'action, elle arrive littéralement au bout de 45 minutes. Sur un film de 2h10, je crois, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et tout le reste, c'est meublé. C'est-à-dire meublé. Et il y a vraiment, en fait, moi je trouve que c'est le problème, c'est qu'on se retrouve à meubler. Alors on meuble avec quoi dans l'Arme Fatale 4 ? On meuble avec le reste des autres Armes Fatales. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pas refaire le podcast qu'on avait fait sur l'Arme Fatale 3, mais ça commençait déjà à sentir le roussi pour moi à l'époque. Et là, c'est carrément, on est les deux pieds dedans. C'est-à-dire que tu te retrouves avec tous les gags, toutes les punchlines, et il y en a, je sais pas, 6, 7, 8 différentes, si tu veux, en gros, de moments clés, on va dire, des autres Armes Fatales qui sont répétés ici. C'est-à-dire... tout le truc de on vous baise au resto-route, on vous baise au machin, là t'as Joe Pesci qui refait ça avec les téléphones cellulaires, t'as tout le truc avec le capitaine qui peut pas les encadrer, qui doit les nommer du coup capitaine aussi, donc c'est une scène, et le problème c'est que contrairement à l'Arme Fatale 3, je crois que c'est là que tu vas toucher au plus gros problème du film, c'est que toutes les scènes durent. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a personne. C'est-à-dire que les monteurs, encore une fois, tu l'as cité, Frank Uriost, c'est un très grand monteur. C'est quelqu'un. Moi, je l'ai interviewé pour le hors-série sur Die Hard. Il m'a avoué que pour lui, parce que moi, je lui parlais de l'efficacité absolue en fait du montage et vraiment la perfection de Die Hard de ce point de vue-là, enfin, pas que de ce point de vue-là, mais pour son travail. Et il me disait, on peut couper encore 1 minute. Et je dis ah oui, mais laquelle ? Et là il me raconte une petite scène dans Die Hard. Il m'a dit, tu sais, le moment où t'as Bruce Willis qui se retrouve en fait à sortir de l'ascenseur, mettre le petit truc là pour préparer le personnage de, comment il s'appelle, du frère de Carl là, tu vois. En fait ça on peut le couper. Franchement, on aurait coupé la scène d'avant et on aurait ouvert avec le moment où Hans découvre le cadavre de son terroriste, quoi. Il m'a dit on aurait fonctionné, le gag aurait fonctionné beaucoup mieux.
Et je suis allé vérifier, du coup, moi, je suis allé revoir le moment, et il a raison, effectivement. Bon, je vais pas moi qui vais le remettre en question, mais le truc, si tu veux, c'est qu'il a raison. Donc c'est quelqu'un qui a cette volonté à la base de tailler. Et d'ailleurs, il voulait couper cette scène à l'époque. C'est le studio qui lui a dit non, on lock l'image, c'est réglé. Donc c'est quelqu'un qui a cette volonté-là. Mais là, le problème, c'est qu'il avait absolument pas le temps de se pencher en fait sur comment faire fonctionner la scène et comment est-ce que chaque scène fonctionne dans sa logique et sa durée interne. Là, comme on l'a dit, globalement, ils arrivaient le matin. T'avais Channing Gibson qui avait écrit quelques pages pendant la nuit, pendant tout le monde dormait. Il présentait les pages et ça se voit par exemple. Enfin, je pense que René Rousseau n'a pas eu une seule ligne de dialogue écrite. Hein. Je pense qu'elle a improvisé toutes ses répliques. C'est pas possible autrement. Sauf, je pense, la mise en place au début avec le mariage et qui est encore une fois un enjeu. Donc tu vois, j'ai l'impression effectivement qu'on lui a dit bon, écoute, il faut toi, René Rousseau, t'es une bonne actrice, donc ce que tu dois faire passer, c'est le fait que lui il veut pas se marier, donc pour lui faire plaisir, tu lui dis que tu veux pas te marier non plus, mais en fait, au fond de toi, t'as envie. Voilà, maintenant joue. Je pense que ça arrêtait là. Ça, t'as le truc aussi avec la lecture du roman de. Bon, ça c'est pareil, c'est un truc, enfin c'est totalement, mais absolument secondaire. Enfin, tu vas voir même, tu vois, encore, ça n'a aucun sens. Tu pouvais le couper du film, quoi. C'est le moment où t'apprends que en fait la femme de Murtaugh, en fait, Trish, elle écrit en fait sous pseudo des romans à l'eau de rose, tu vois. Voilà, et que c'est comme ça qu'il se fait du pognon, alors qu'en fait, il y a même pas de pseudo suspense sur l'idée qu'il serait corrompu. Le personnage de Murtaugh, et surtout. Quand tu connais le personnage de Murtaugh, tu te dis mais pourquoi vous avez imaginé cette idée? Ça vient d'où en fait? Pourquoi vous avez créé ça? On sait très bien que ça va. Oui, mais rien n'apporte rien dans ce film. Il faut être cohérent. Pas faux, en fait, le truc, si tu veux, c'est que je pense aussi que tu as deux forces qui se confrontent là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Richard Donner qui dit bon, ok, il faut faire le film. Ok, il faut qu'on y aille. Donc en fait, on va mettre des blagues, on va mettre des machins et tout. Et moi, ce que j'appelle de l'humour de beauf, grosso merdo, quoi. C'est-à-dire à refaire tout le temps la même chose, quoi. Allez, on a Joe Pesci, donc on y va, c'est roue libre. On a Mel Gibson, on y va, c'est roue libre, etc., etc., etc. Toujours les mêmes blagues, tu vois. On se fout de la gueule de Murtaugh dans le commissariat, ce genre de choses, quoi. Et t'as Urios qui est censé à un moment donné présenter quelque chose de convenable, quoi, de présentable, on va dire, si tu veux, quoi. Et du coup, comme ils n'avaient pas les pages de scénar qui arrivent en même temps, comme il y avait tous ces trucs là, forcément au bout d'un moment tu te retrouves avec un film de 2h10 qui aurait dû en durer 1h40 en vrai, avec ce que ça raconte, parce que ça raconte rien. Qu'est-ce que ça raconte finalement, L'Arme Fatale 4? Ça raconte en gros Mel Gibson, enfin Riggs et Murtaugh qui se retrouvent en fait dans un espèce de trafic d'immigrés chinois, enfin comment tu veux dire, enfin comment est-ce que tu racontes du trafic d'êtres humains, du trafic d'êtres humains, quoi, tu vois, et qui se retrouvent en fait en gros à courser le personnage de Jet Li qui appartient aux triades. Ok, et qui fait venir en fait de la main d'œuvre de Chine pour fabriquer de l'argent, de la fausse monnaie, mais qui est de la fausse monnaie qui sert justement à faire revenir en fait les chefs des triades, à les faire sortir de prison de Chine, quoi. Purement de l'écriture marabout, bout de ficelle, celle de cheval. Ça n'a aucun sens. Où ça n'a pas été préparé avant. Et puis on parle du montage avec Uriost et avec tous les autres. Donc on a dit pendant le film, tous les soirs, ils montaient les rushs. Mais donc quand on monte, il y a plusieurs phases. Il y a la phase qu'on va appeler l'ours, qui consiste donc à prendre tous les plans qu'on a, à les poser sur une timeline et à dire ok, ça c'est globalement ce qu'on veut sortir de notre scène. Après, il va y avoir ce qu'on va appeler du lissage, qui va être justement de couper tous ces morceaux, les respirations, de choisir quel angle on choisit, est-ce qu'on prend dans un champ contre champ, est-ce que c'est forcément la personne qui parle qu'on va voir l'image, ce genre de choses-là. Tout ça, c'est du lissage. Et en fait, le lissage, une fois qu'on l'a fait, on présente ça au réalisateur. Le réalisateur, il dit ça j'aime pas, je préférais, tu sais, on avait tourné ça. Donc il y a un vrai travail d'archiviste, puisque tu as toutes tes prises, et là, tu choisis la meilleure prise. Et on sent clairement que sur ce film-là, en gros, ils sont passés directement de l'ours au lissage à la sortie. Il n'y a pas eu le travail de maturation de scène. Et d'ailleurs, Uriost, en fait, c'était la première fois qu'il a monté sur Avid à l'époque, c'est-à-dire la station de montage. C'était sa première en plus. Bah oui, parce qu'en fait, il tournait, enfin, à l'époque, comme c'était tourné en péloche, bon, l'Avid existait déjà, hein, mais en gros, si tu veux, les réalisateurs et monteurs étaient encore pas forcément réfractaires, mais avaient la conscience que, en fait, comme c'est un style de montage différent, en fait, si tu veux, puisque ça demande une autre méthodologie. D'un seul coup, en fait, ils avaient l'impression que c'était, comme tout devenait possible, en fait, c'était plus haché, c'était plus machin. Mais lui, en gros, il a juste dit, on peut pas, si je devais le faire physiquement, on n'aurait jamais tenu les délais. Jamais.
Donc Déjà en fait, que. en gros, Déjà que, je pense que globalement, quand ils ont amené les copies au cinéma, elles devaient être encore chaudes. Hein, ouais, c'est ça. Donc en fait, en gros, c'est ce qui s'est passé sur ce film-là. Alors bon, qu'est-ce qui reste finalement Oui, un dernier truc que je trouve peut-être intéressant à mentionner, c'est que, comme on l'a dit, c'est écrit en marabout, bout de ficelle, selle de cheval, et tu te retrouves, par exemple, juste avant la scène finale, t'as des plans de la voiture de Murtaugh qui va vers cette piste donc de la scène finale, et t'as des dialogues. Et là, tu vois clairement ce qu'on appelle en anglais de l'ADR, donc c'est soit Additional Dialogue Recording, soit Automated Dialogue Replacement. Voilà, c'est les deux définitions. Donc en gros, c'est quand on tourne une scène, après on va se permettre de, si par exemple on a tourné ça dans un port et qu'il y avait des travaux sur le bord, on va retourner la scène, on va redoubler la scène en studio, mais ça sert aussi parfois à changer les dialogues. Et là, on voit clairement que cette scène en voiture, elle est restée dans le film pour une seule et unique raison. C'est une scène de voyage dans laquelle il ne se passe rien. Et la seule chose qui se passe, c'est qu'il y a de l'ADR pour que les personnages expliquent où ils en sont et pourquoi ils vont là où ils vont. Parce que sinon, en fait, t'as du mal, toi, en tant que spectateur, à faire les liens, puisqu'il y en a pas, le film n'est pas construit. Donc, ils sont obligés d'utiliser une scène comme ça pour te dire, bon, alors, t'oublies pas, hein. Donc, il y avait Jean-Michel qui était l'immigré clandestin qui trafic d'êtres humains. Lui, ça a amené au fait que... Il s'appelait pas Jean-Michel dans le film. Il s'appelait, j'oublie son prénom. Ça a amené au fait que, en fait, la raison pour laquelle il est là, c'est à cause de la fausse monnaie. En fait, il te résume tout ce qui vient de se passer pour que tu puisses enfin comprendre de quoi parle le film. Non, mais parce que c'est complètement perdu dans toutes les impros aussi, complètement. Enfin, moi, je trouve foireuse, hein, en fait, du film, quoi. Bon, je sais pas si les gens. Enfin, je pense que c'est assez clair que, en fait, la raison pour laquelle on s'est penché sur la fabrication du film, c'est un peu pour expliquer que c'est fait n'importe comment. Oui. Que donc, en fait, il y a quand même une raison pour laquelle le film ressemble à ce qu'il ressemble, hein, à la fin. Voilà. Maintenant, il faut peut-être un petit peu, pour boucler quand même la boucle, en fait, un petit peu peut-être retenir certaines choses. Il y a Jet Li notamment dans le film. Bon, le grand gag, c'est qu'apparemment, il allait tellement vite. En fait, ses mouvements allaient tellement vite que, en gros, t'as Richard Donner qui lui a demandé de ralentir la cadence, quoi, parce que sinon, c'était pas possible de. C'est au-delà du gag, hein. Ils en parlent carrément dans le making-of du film. Oui, mais bon, après, moi, je sais pas qu'est-ce qu'est la légende. C'est vrai qu'il va très vite, Jet Li, mais le truc, c'est que si à Hong Kong, ils arrivent à le cadrer, c'est que, voilà, enfin, c'est possible avec. Surtout qu'il a ramené Corleone avec lui, hein. Oui, voilà, donc c'est quand même possible d'avoir des techos qui suivent la cadence, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu aussi une manière de, comment dire, vendre la légende Jet Li, de dire, voilà, regardez, c'est quand même un acteur, tu vois, un artiste martial complet, très connu à Hong Kong, etc., etc. Il fait son premier film américain, on lui file un rôle conséquent de méchant, etc., etc. Bon, à tout prendre, c'est un meilleur méchant que celui de l'Arme Fatale 3, on va dire, si tu veux, mais ça reste Jet Li, c'est-à-dire que tu mets dans un plan, le mec, il a un charisme fou, donc ça marche, quoi. Il envoie quelques coups de tatane, il fait quelques trucs, et voilà, c'est bon, ça fait le job, quoi. À l'époque, on va dire que le cinéma de Hong Kong était vraiment en train d'essayer de s'immiscer à Hollywood, quoi. On est au moment de la rétrocession, voilà. On en avait déjà parlé. Donc voilà, on rentre là-dedans, on en avait parlé pour Le Corrupteur à l'époque avec Chow Yun-fat. Donc voilà, on est comment dire, c'est clair que quand tu te retrouves avec Jet Li dans L'Arme Fatale 4, c'est une plus-value pour L'Arme Fatale 4. Est-ce que c'est le meilleur film de Jet Li ? Loin s'en faut. Non. Voilà. Et du coup, là-dessus, évidemment, on vous renvoie, comment dire, au film de Tsuyark, par exemple, mais on fera des épisodes dessus un jour. Le truc, c'est que voilà, il y a cette problématique où tu te retrouves avec ce type de scène où effectivement il y a un petit peu d'arts martiaux. Alors, soi-disant, le truc aussi, c'est qu'ils se sont dit, ok, Jet Li est tellement fort qu'en fait il va falloir que Murtaugh et Riggs en fait se battent ensemble pour le combat final devait être seulement Riggs contre, comme dans tous les autres films d'ailleurs, voilà, en général, contre Jet Li, puisque Riggs est censé être un artiste martial accompli, sauf que bon, ils se sont aperçus là que face à Jet Li, ça pouvait pas passer parce qu'effectivement Jet Li était tellement plus rapide et tellement plus félin que Mel Gibson, et même si on adore Mel Gibson et que c'est pas le même combattant, c'est un athlète, mais ouais. c'est pas le même combattant, c'est pas un gars qui a appris les arts martiaux quand il avait 4 ans, quoi. Voilà. Et globalement, donc du coup ils se sont dit, on va rajouter Murtaugh à la scène pour qu'il soit à 2 contre 1, et en plus c'est quand même une scène relativement sale, c'est-à-dire qu'il l'attaque en loose day, hein. Il lui tire dans le dos, il le tape pendant qu'il est retourné. Bah, il le finit à la calache et tout. Hein, oui, il le finit à la calache. Ouais. Enfin, c'est pas très tendre. Ouais. C'est là qu'on voit que c'est un film R, hein, quand même, parce que pendant toute la partie. Ouais, puis ça, puis les sales blagues, parce que c'est pareil, c'est L'Arme Fatale, tu vois, c'est L'Arme Fatale 4 dans les années 90, tu vois, donc t'as quand même beaucoup de blagues racistes. Oui. Voilà.
C'était quoi, Opération Drag Queen ou je sais pas quoi. J'ai mangé un mauvais chinois ou j'ai un chinois qui est pas passé. Je me souviens comment c'est que des trucs de merde comme ça, quoi. Ce qui était, moi, je précise déjà de la merde à l'époque pour moi, hein, c'est-à-dire c'était déjà des blagues à la con, quoi. Oui. Voilà, de l'humour de beauf. Hein. Et puis ouais, effectivement, bon, c'est un peu violent, mais enfin, ça reste finalement pas si. T'as presque cette scène finale qui est beaucoup plus violente en fait que le reste du film. Elle est presque en décalage. C'est-à-dire que parce qu'elle est plus sombre, parce que elle est plus sombre, il flotte, c'est saignant. Effectivement, il y a ce côté, il l'attaque en loose day qui ressemble pas au reste du film parce que c'est une scène qui est relativement sérieuse dans un film qui l'est pas vraiment. Et il y avait l'idée, enfin Mel Gibson avait peut-être encore une fois parce que c'était son grand fantasme à l'époque, hein, l'idée de faire mourir son personnage à l'écran en fait encore une fois puisqu'ils avaient pas réussi leur coup sur Arme Fatale 2 quand Shane Black avait écrit cette fin là. Et finalement il est revenu aussi dessus parce que il s'est amusé à faire l'Arme Fatale 4 apparemment parce qu'ils sont tous très bien amusés sur le film, ça y a pas de problème. Moi je trouve moins quand on regarde le film, et là en fait revoir le film aujourd'hui ça a été vraiment moi j'avoue pénible, je l'avais pas vu depuis des années, et je me suis dit ouais ça tire à la ligne. Allez, j'ai envie de dire en termes d'humour la seule scène je trouve qui bénéficie on va dire du fait qu'elle dure un petit peu, c'est la scène du gaz hilarant où tu sens qu'il se marre vraiment pour le coup et tu vois la caméra elle laisse passer un peu le truc et tout, donc en fait du coup, et comme tu t'attendais à ce qu'il y ait une vraie scène de torture on va dire, parce que c'est l'Arme Fatale quand même tu vois, avec chez le dentiste tu vois, le détournement du gaz hilarant bon fonctionne à peu près quoi, mais en fait on est quand même dans un et c'est d'ailleurs je trouve la seule scène où Chris Rock est utilisé pour Chris Rock, c'est-à-dire que enfin quand même à la base Chris Rock c'est pas du tout un héros d'action, oui c'est un comique, c'est pas un premier, c'était pas un jeune premier, enfin c'était pas un jeune, voilà, c'était pas un jeune premier à l'époque non plus, il a pas à ma connaissance de mémoire, il a peut-être essayé de faire un film d'action, c'était Bad Company je crois, c'était pas lui là-dedans avec Anthony, je l'ai pas vu mais je crois que c'est lui, avec Anthony Hopkins de Joel Schumacher, mais bon c'est pareil, c'est planté parce que tu peux pas y croire en fait à Chris Rock en héros d'action, c'est aussi bête que ça, hein. T'y crois pas dans Fatal 4, t'y crois pas dans Bad Company, donc en fait c'est le seul moment où il est utilisé pour sa force comique on va dire quoi, très brièvement hein, très rapidement quoi, mais c'est le seul moment où pour moi en fait quand tu revois le film aujourd'hui tu reconnais Chris Rock, c'est-à-dire et pas tu vois un acteur lambda quoi. Je t'avoue que quand on avait fait le podcast sur l'Arme Fatale 3 j'étais plus positif que tu ne l'étais, là moi sur l'Arme Fatale 4 je me dis, même pour ceux qui ont apprécié l'Arme Fatale 3, c'est compliqué l'Arme Fatale 4. Tu peux être fasciné par l'objet, l'improvisation totale, le côté totalement décousu du film, et malgré tout une facture technique parfois plutôt réussie. Moi, cette scène-là, tu vois, le seul truc dont je me souviens, c'est qu'il y a un acteur dedans qui joue aussi dans Le Corrupteur, et dans les deux films, il s'appelle Uncle Benny. Mais c'est à peu près le seul truc dont je me souviens. Tu vois, moi, le reste de la scène, je fais, mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vas-y, coupe, c'est bon, elle est pas drôle, ta scène, coupe. Enchaîne. Lui, il est un peu marrant dans cette scène aussi, je trouve. Mais bon, enfin bref. Moi, c'est le seul truc, et en fait, c'est le seul moment où j'ai un petit peu rigolé, tu vois, de tout le film, quoi. Bon, il y a des grosses scènes d'action, mais c'est pareil, tu vois, je veux dire. Enfin la scène sur l'autoroute c'est la fête aux cascadeurs quoi, si tu veux. C'est-à-dire que là c'est bon, c'était l'époque hein, tu vois, mais le boulot du cascadeur souvent c'est quand même d'essayer de mettre son bras devant la caméra pour qu'on voit pas que c'est pas Mel Gibson. Bon là sur ce film là ils ont totalement abandonné, même s'il faut reconnaître que voilà après le travail des cascades est quand même assez chiadé hein, dans le film, propre, mais ça par la force des choses hein, tu vois. Il est propre, et la cascade donc cette scène sur l'autoroute donc a pas été tournée à Los Angeles du tout mais à Las Vegas. Pareil, une question d'autorisation, c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir les autorisations pour Los Angeles a traîné, Las Vegas leur a fait si vous voulez, on tourne là-bas. C'est l'improvisation totale. Elle reste impressionnante parce que c'est quand même, on voit qu'il y a des moyens, on voit qu'il y a de la destruction, il y a de la chorégraphie légère, mais de la chorégraphie, et puis il y a cette cascade qui est quand même très impressionnante, en tout cas qu'il était à l'époque, où t'as une bagnole qui traverse un building, quoi. Parce que globalement, la façon dont ils ont fait ça, c'est que globalement, c'est coupé en plusieurs plans parce qu'ils font l'impulsion avec un immeuble en synthèse derrière, parce que pour le coup, c'est un immeuble qui a été rajouté en synthèse pour pouvoir donner l'angle. Et ensuite, ils ont réellement fait la cascade pour le plan suivant, où globalement, vu que c'est un vrai immeuble, les cascadeurs, ils ont 3 mètres de hauteur parce que c'est la hauteur d'un étage. C'est-à-dire que s'ils merdent, les cascadeurs, ils se mangent soit l'étage du dessus, soit l'étage du dessous. C'est une cascade qui est vraiment dangereuse. Et de la même façon, le cascadeur se jette dans un immeuble. Là, tu coupes, t'es dans un décor. Évidemment, à ce moment-là, t'es plus dans l'immeuble. Tu te retrouves dans un décor. Mais les cascadeurs qui sont dans le décor, ils savent que la voiture va arriver. Ils voient les vitres, ils la voient arriver, mais ils savent à peu près. Le cascadeur, lui, c'est des vitres sans teint pour respecter le vrai building. Donc, il voit pas où il fonce.
C'est-à-dire que quand il défonce, il pourra pas s'arrêter s'il y a quelqu'un dans le chemin. Donc crois-moi que les cascadeurs, ils savaient courir à ce moment-là. Donc il y a une vraie facture sur cette scène-là. Et ça reste un plan aujourd'hui qui reste impressionnant par la façon dont il est fait. Après, ça reste une redite, enfin bon, pas ce moment-là spécifique, mais le reste de la scène reste plus ou moins une redite de la scène de poursuite sur l'autoroute dans l'Arme Fatale 3, quoi. C'est-à-dire que tout est une redite de l'Arme Fatale de manière générale, c'est un best-of, en fait. C'est même d'ailleurs, enfin, pour moi, c'est un des trucs, c'est du Marvel avant l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, même si c'est 6 ans après, tu vois, tu te retrouves en fait avec, on va jouer en fait tout ce que les gens aiment, et on va certainement pas sortir de la partition initiale, en fait, de ce qu'on fait, quoi. Donc je pense que, alors même si le film a marché, c'est-à-dire, apparemment, il a quand même rapporté quasiment 300 millions de dollars dans le monde entier, quoi, ce qui était une somme assez conséquente à l'époque. Ça a un petit peu tué la franchise dans l'œuf, hein, on va dire, quoi. Il y a une espèce de boucle finale avec le générique de fin qui, moi, je trouve, d'une naïveté... Oh, c'est tendre. Non, c'est pas tendre. Arrête. Moi, j'ai l'impression de regarder les génériques de comédie de comment il s'appelle, Tom Shadyac, là, quand il faisait genre on s'amuse tous sur nos films à 300 patates, là, tu vois, genre Evan Almighty ou ce genre de choses, là, Evan Tout-Puissant, où en fait ils sont tous en train de danser comme si tout se passait bien, alors qu'en fait ils sont en train de cramer je sais pas moi, le PIB d'un petit pays, tu vois, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un enfer, quoi. Et moi, j'y crois pas à cette espèce d'émulsion. En fait, je trouve que c'est hyper forcé, cette émulsion, même s'il paraît que, encore une fois, Richard Donner est. Richard Donner est assez connu pour travailler avec les mêmes équipes parce qu'il fait tout pour que le tournage soit agréable. Donc, moi, ce côté, parce que le générique de fin, c'est donc un album de famille où tu vois les différents départements qui sont montrés pour la première fois sur la chanson qui s'appelle Why Can't We Be Friends? Ouais, qui est déjà une chanson absolument horrible. Alain est-ce qu'on maintenant qu'on filme, est-ce qu'on peut mettre de la musique? On peut mettre... Non, tu peux plus. Tu mets plus de la musique, hein. Si, fais oui de la tête. Bah, tu veux nous mettre un morceau de la chanson préférée de Julien Charpentier, s'il te plaît, à la fin du comment dire. Bah, tu devenu ma chanson préférée d'un seul coup, tu vois, en 2 secondes. D'accord, ok. Bah, voilà. Écoute, moi, je trouve que ça fait partie des entre guillemets des satisfactions du film, c'est-à-dire qu'il y en a assez peu. Je pense qu'on a été assez sévère jusqu'à maintenant, en disant fondamentalement pas grand-chose dans l'intrigue parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y en a pas d'intrigue. Hein. Bah non, mais globalement, il peut y avoir des points de satisfaction. C'est-à-dire que si tu trouves que l'Arme Fatale 3 c'est le meilleur de la série, peut-être que tu trouveras dans l'Arme Fatale 4 des satisfactions, puisque comme tu l'as dit, c'est un prolongement, c'est un best-of, c'est la version déconnante d'un film qui était déjà déconnant. Il y a 2-3 scènes qui valent à peu près le détour, et tu sens effectivement une véritable camaraderie, moi je trouve, à l'écran, qui moi me fait pas rire, mais qui fait peut-être marrer les gens. Hein. En fait, je trouve que on part quand même d'un film noir, tu vois. On est très loin d'un Fatal. Voilà, et quand tu vois ce générique là, pour moi c'est le dernier clou dans le cercueil, quoi. C'est-à-dire que vraiment quand je vois ça, je me dis ok, ça n'a plus aucun rapport. C'est-à-dire tu montrais, il y a un mec, il sort de, tu sais, il va voir l'Arme Fatale en salle à l'époque, d'un seul coup il se retrouve en tôle pendant 10 ans, il sort, il va se dire putain je vais me taper l'Arme Fatale 4, il débarque le mec, à mon avis il se dit putain qu'est-ce qui se passe, c'est les visiteurs là. C'est voilà, diablerie, tu vois. Mais le truc si tu veux c'est que donc en gros t'as ce truc où en fait où voilà ils ont plus ou moins tué la franchise dans l'œuf, honnêtement, hein, c'est-à-dire en essayant de la rebooster, on va dire, tu vois. T'avais pas mal de gens qui considéraient déjà à l'époque que la question se posait, c'est-à-dire est-ce que c'est toujours valide de faire un Arme Fatale 4 en 1998, quoi. Notamment l'agent de Mel Gibson, hein, Ed Limato, qui lui disait mais arrête de faire ça mon gars, t'as gagné des Oscars, c'est bon là, tu vois, arrête de faire l'Arme Fatale 4, quoi. C'est plutôt Maverick, quoi. Ouais, non mais voilà, tu vois. Et même si Mel Gibson a toujours plus ou moins fait ce genre de personnage, en fait, même dans les autres films, même dans les films qui sont pas des films de Richard Donner, hein, tu vois, Ce que veulent les femmes, c'est voilà, hein. Oh mon Dieu. Il existe ce film, hein, je l'ai pas, voilà. Et le truc, c'est que bon, peut-être pour finir, pour boucler un petit peu le truc, parce que je crois qu'on a un peu tourné tous les secteurs. Il faut peut-être préciser que René Rousseau, ça fait quand même un peu pitié de l'utiliser comme ça, parce que c'était quand même un personnage un peu badass dans le 3, tu vois. Donc là, bon, c'est une femme enceinte, certes, mais si tu veux, elle envoie peut-être un coup de latte ou un truc comme ça, mais ça s'arrête là, quoi, tu vois. Donc c'est quand même un peu triste, je trouve, en fait, de réduire le personnage à ça. C'est un autre problème, c'est qu'à force de rajouter des personnages, t'as plus le temps de faire exister ceux qui sont déjà là, en fait. Surtout dans un tournage précipité comme ça, quoi. Puis bon, enfin, tu vois, tu te coinces avec l'idée de bon, bah, elle est enceinte, on va raconter quoi? On va raconter les derniers jours avant qu'elle accouche, quoi. Super. Donc forcément, on peut plus faire grand chose, quoi. Donc voilà, il y a ça. Mais bon, peut-être pour boucler, en fait, justement, l'épisode, on va dire que normalement, pendant des années, donc Richard Donner qui nous a quitté l'an dernier, au mois de juin ou au mois de juillet dernier, en 2021, de l'an dernier, je veux dire, avait prévu de faire l'Arme Fatale 5, il avait même prévu que ça serait son dernier film,
en fait. Oui, parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas touché une caméra et ça commençait à revenir sérieusement. C'est-à-dire qu'il y avait toujours eu des discussions sur l'Arme Fatale 5, mais là, c'était visiblement, c'était pas genre, ouais, on le fera un jour quand on aura le temps, c'est qu'il y avait une véritable envie et de tous. Voilà, c'est-à-dire, voilà, c'est aussi ça le truc, c'est-à-dire que pendant des années, il y a eu quelques projets, en fait, qui se sont mis en place. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été écrits pour un Arme Fatale 5. Il y a notamment Shane Black qui avait qui avait réécrit un scénario. Il en avait parlé à Arnaud. Parce que j'avais dit, Arnaud, vas-y, pose-lui la question quand tu le croises. C'était à l'époque d'Iron Man 3. Je lui ai demandé quel était le scénar de l'Arme Fatale 5. Alors, c'est très bizarre, en fait, parce qu'il en a parlé de manière assez large. En fait, apparemment, c'était... en fait, ils voulaient éviter une attaque terroriste à base de drones. Pendant une tempête, une gigantesque tempête à New York. Voilà, donc c'était... New York. Apparemment, ouais, c'était l'idée de l'Arme Fatale 5 écrit par Shane Black en 2008, à une époque où il essayait de relancer sa carrière, en fait, Shane Black, et juste après Kiss Kiss Bang Bang, qui avait quand même pas beaucoup marché, quoi. Et le film ne s'est pas fait. Richard Donner expliquait que c'était Mel Gibson qui avait dit non, que apparemment, d'après Richard Donner, il disait je me plais à penser que c'était parce que je n'étais pas considéré pour ce scénario-là. C'est-à-dire qu'à la base, l'idée du scénario, c'était que Shane Black réalisait cet épisode aussi. Donc voilà, l'idée du projet, en fait, avec Joel Silver et la Warner. Là, aujourd'hui, apparemment, ça serait Mel Gibson qui reprendrait le flambeau pour réaliser le film. Voilà, pour en plus HBO Max, c'est-à-dire vraiment pour une sortie directement en streaming. Maintenant, il faut reconnaître que ça reste l'Arme Fatale 5, donc c'est peut-être un peu compliqué à vendre aujourd'hui, quoi. Moi, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, quand Richard Donner en parlait, c'était à ce moment-là pour une sortie salle. Depuis, il nous a effectivement quittés. Mel Gibson a repris le projet, ce qui est très excitant. C'est un super metteur en scène, Mel Gibson. C'est un acteur qui est très solide. Sauf que il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, la première, c'est que Mel Gibson, il est dans l'enfer du DTV moisi, parce que ce qu'il a fait ces dernières années, c'est vraiment pas la classe, quoi. Donc, il est plus du tout bankable, et je suis pas sûr que l'Arme Fatale le soit suffisamment encore aujourd'hui, mis à part pour entre guillemets pour jouer encore sur la carte nostalgique. Ensuite, HBO Max, ils sont en pleine restructuration ils ont changé de président pour la 23e fois en Warner de manière générale, mais HBO Max Warner était Warner Media, ils appartenaient à AT&T, ce rachat s'est fait en 2017 à peu près. 5 ans plus tard, ils viennent d'être rachetés par Discovery, et leur nouveau PDG, David Zaslav, lui, il a carrément dit, enfin, il a pas dit en substance, mais globalement, il coupe dans les budgets de partout parce qu'ils ont plus de liquidité. Il dit qu'il veut plus vraiment que HBO Max, lui, c'est pas sa priorité, alors que c'était la priorité absolue l'an dernier. L'an dernier. Donc lui, il dit, mais moi, j'ai envie que les films soient en salle et que les films soient oui, enfin, après, il les sabote aussi, hein. Il a saboté Bad Girl. Enfin, bon, bref, il a saboté Bad Girl. On est dans une autre. On rentrerait dans des considérations qui sont trop longues, mais à cause de tout ça, moi je t'avoue que c'est un film auquel je crois pas du tout. Non, mais moi non plus, mais en tout cas, c'est les dernières rumeurs. C'est-à-dire que même Mel Gibson en a parlé sur scène. Il faisait des trucs qui s'appellent An Evening With, tu vois, c'est-à-dire une soirée avec Mel Gibson, il y en a une avec Stallone aussi. Et en fait, c'est des trucs où ils sont interviewés devant des gens, tu payes ton ticket 150 balles ou je sais pas combien, tu vois. Et en gros, c'est une espèce de masterclass, quoi, tu vois. Et il en parlait, il disait, je suis en pourparlers, c'était fin de l'année 2021, je suis en pourparlers pour faire le film, pour réaliser et rendre hommage à Richard Donner. Mais alors, Stéphane, la question se pose. Si ce film existe, le regarderas-tu? Bah oui, on fera un et épisode avec d'Astéroïdes. ou sans a priori? Non, parce qu'en fait, alors pour le coup, le seul a priori que je pourrais vraiment avoir, c'est que Mel Gibson le réalise, donc je serais forcément curieux. C'est un réalisateur que j'aime, tu vois, donc voilà. Et puis j'aimerais le revoir revenir en fait un petit peu sur le devant de la scène, Mel Gibson. Moi, je trouve que c'est un super acteur, quoi. Maintenant, j'ose espérer qu'il ira plus du côté de l'Arme Fatale 1 que de l'Arme Fatale 4, quoi. Voilà. Écoute, c'est pas sûr, hein, parce que Mel Gibson, comme tu l'as dit toi-même, il aime bien les conneries aussi. Hein, oui, donc, mais la déconne, en fait, elle était, je pense, énormément poussée par Richard Donner aussi. Et je pense que, voilà, il y a peut-être moyen de revenir. En tout cas, Mel Gibson, réalisateur, c'est pas trop la gaudriole, quoi. Non, voilà, donc je pense qu'on peut voilà. Je pense qu'on devrait même s'arrêter sur ça, tu vois. On pourrait dire, voilà, Mel Gibson, réalisateur, c'est pas la gaudriole, donc l'Arme Fatale 5 sera pas la gaudriole. C'est une belle fin, et voilà, espérons-le, quoi. Et on peut se dire que si ce film existe un jour, on en parlera dans Astéroïdes. Voilà. J'espère qu'on vous a surtout pas donné envie de revoir l'Arme Fatale 4, parce que là, vraiment, on a tiré sur l'ambulance comme des gros bourrins. Merci pour ça, monsieur Julien. On a expliqué pourquoi c'est de la merde. De rien, Stéphane. Merci Julien Charpentier. Merci à tous. Merci Alain, merci à la technique. Merci Antoine qui sont derrière les caméras et qui nous regardent avec amour en train de parler de ce film
qui vont m'engueuler parce que j'ai tapé dans une lumière, j'ai dû changer la lumière. T'as en plein tapé dans milieu une du truc, lumière, quoi, t'as ça- regardé tes trucs, il y a un truc qui est tombé là-bas, c'est du Ed Wood, c'est l'arme fatale 4 du podcast, c'est parti, tu vois, c'est fait n'importe comment à la main au bout de ficelle. On s'excuse auprès des gens qui aiment l'arme fatale 4 parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui l'aiment. Donc oui, on est vraiment désolé. Et continuez à l'aimer, c'est pas grave. Oui, c'est que continuez on à aime l'aimer, c'est pas parce qu'on n'aime pas nous que voilà. Il fallait juste qu'on finisse notre grande œuvre. Si malgré tout, même si vous aimez l'arme fatale 4 et vous voulez nous soutenir, il y a toujours Tipeee et Patreon. Et puis mon cher Julien, on se retrouve avec un film, un super film cette fois. pas. Ça marche. On spoil pas. Normalement, si les gens ont regardé un petit peu, tu veux, les plans larges, ils ont peut-être une idée de ce que ce sera. Il y a des indices et tout. Ouais, il y a des indices, tu vois. Si c'est cadré par Monsieur Mercier, à la perfection, voilà. Mais on se retrouve à ce moment-là. Ça marche. Salut Merci à à tous. tous. Why can't we